Alors, on poursuit cette édition des Matins éphémères. 8h23 minutes. Georges Gauma est avec nous, avec son invité qui est au bout du fil, Maître Boukounta Diala. Il sera question ce matin, on avait déjà entamé une série de chroniques avec Georges. Là. Il sera question de l'expérience du droit au Congo-Brazzaville spécifiquement, mais aussi en Afrique, là, parce qu'on se rend compte, bien évidemment, que cette expérience du droit-là, elle est bafouée dans plusieurs pays d'Afrique. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Monsieur Diala, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Québec. Il fait moins 23 ici ce matin. Je pense qu'au Sénégal... Oh là 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 là. Oui, oui. Mais un peu de soleil quand même aussi. On a quand même du moi, beau soleil. j'ai la clim qui marche. Ah, vous avez la chance. Oui, évidemment. On n'est pas encore rendu là. Alors, Monsieur Diala, Georges est à ses feuilles plein de questions pour vous. Là, je le vois. Nous avons plein de questions. Ouais. Oui, Et Caroline aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Ben écoutez, je vais introduire alors, donc comme on l'a annoncé un peu aujourd'hui, on va parler de l'expérience du droit en Afrique d'une manière générale, mais plus particulièrement au Congo-Brazzaville parce que Maître Boukounta Diallo évidemment a un rapport privilégié dans le domaine du droit avec ce pays. Il vient de rentrer de Brazzaville où il a été, n'est-ce pas, défendre les intérêts d'un politicien emprisonné, un opposant au régime de M. Denis Sassou Nguesso qui est emprisonné. On va en parler tout à l'heure. Et donc, M. Boukounta Diallo, c'est un éminent avocat sénégalais qui a une expérience très vaste en Afrique aussi. Et son travail ne se limite pas seulement au Sénégal. C'est aussi une personne qui a une très haute idée du droit. Ok, on fait le droit, mais on place le droit très très haut parce que c'est l'une des institutions les plus importantes d'une nation. On parle du droit social, du droit positif. Absolument. Tout simplement. Alors vous êtes, et donc, voilà. Vous êtes un idéaliste, Monsieur Diallo, parce que le droit en Afrique, on le sait, est souvent bafoué. Mais écoutez, la question fondamentale qui se pose, c'est pas seulement que le droit est bafoué, mais il faut dire que nos États ont cherché à calquer leurs institutions par rapport aux institutions occidentales. Donc, quand le colonisateur nous délivre effectivement sa manière de fonctionner, sa manière de mettre en place un État moderne, les États africains ont voulu tout calquer sur la base donc des schémas qui existaient déjà en Europe. Mais le problème fondamental qui se pose, c'est la nature des rapports entre l'homme politique africain et les institutions de la République. Les rapports entre l'homme politique africain et le bien public. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui pose la question de la malgouvernance judiciaire, mais aussi de la malgouvernance financière. Alors, tout est lié, parce que c'est bien beau de mettre en place de bonnes institutions, mais faudrait-il aussi penser former de brillants cadres, mais les former ne suffit pas. Il faut que ces cadres s'imprègnent surtout des valeurs cardinales qui font qu'une république puisse fonctionner en tant que république. Des valeurs cardinales qui font qu'un État de droit puisse être considéré comme tel. Or, aujourd'hui, en dehors de la proclamation contenue dans les constitutions de nos pays, en dehors aussi des conventions internationales que nous sommes prompts à ratifier, notre attitude, notre comportement par rapport à l'État en Afrique laisse à désirer. Oui, mais maître, ce que vous dites est très important, mais est-ce qu'on pouvait-on faire autrement, vu l'influence que les pays africains ont eue par rapport à cet Occident? On doit quand même aussi rappeler que la plupart des pays africains s'inspirent de deux grands courants du droit, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a le droit romano-germanique et le droit qui relève de la common law. Donc les États africains modernes se sont bâtis sur cela. Mais est-ce que c'est peut-être pas le grand problème sur cette inspiration-là? Le grand problème, évidemment, l'usage, je pense, qui est fait, n'est-ce pas, de ce droit. Mais oui, mais parce que là aussi, j'ai l'habitude de le dire pour dire le contraire de ce que le président Obama avait dit. Moi, je dis souvent que les institutions ne valent que ce que valent les gens qui les animent.
Et notre problème fondamental est là. Nous avons des textes magnifiques. Nous sommes prompts à tout ratifier. Nous sommes prompts à tout corriger, à tout réformer. De réforme en réforme, nous avons des constitutions aujourd'hui, si vous les comparez aux constitutions des pays, des grandes puissances, mais vous n'avez pas de complexe à vous faire. Mais c'est par rapport à la mise en application de ces textes. C'est là où nous avons un problème. Alors, le problème fondamental, c'est la nature des rapports que l'élite développe avec les institutions républicaines. Le problème fondamental, donc, est là. Oui. Est-ce que cette élite est bien préparée, donc, à cette tâche? Est-ce que cette élite doit toujours s'inspirer des valeurs, donc, républicaines, des valeurs d'état de droit, des valeurs de liberté et de démocratie? Alors, maître, oui, maître, alors, on va aller directement, quand même, vous venez de Brazzaville, je crois que la chronique, c'est quand même aussi une grosse part autour de votre mission à Brazzaville. Qu'est-ce qui vous a fait vous retrouver à Brazzaville? Essayez un peu de nous dire votre vécu. Vous avez été frotté à la justice congolaise, à la manière, évidemment, dont cette justice est rendue au Congo-Brazzaville. Vous avez un client à défendre. Vous avez porté tous les arguments qu'il fallait apporter avec vos collègues de la place, monsieur Yvan Ibouanga par exemple, mais votre client est condamné à 20 ans. Alors? Oui, merci de m'interroger sur ce procès que j'ai vécu à Brazzaville, qui dénote aussi des problèmes, des tares de la justice africaine en général. Voilà un État qui se dit État de droit. Voilà un État qui proclame vraiment que c'est un État aujourd'hui qui s'inspire des grandes réalisations que nous pouvons constater dans d'autres grands pays. Voilà un État qui se targue en tout cas d'être à la pointe, j'allais dire, de la démocratie en Afrique, dans notre continent. C'est dommage, mais qui dans sa pratique aujourd'hui se retrouve dans une situation où tous ses opposants principaux sont en prison. Et notamment ceux qui ont été candidats aux dernières élections présidentielles, qui ont suivi successivement le président de la République au niveau des résultats, en l'occurrence le général Mokoko, qui est venu arriver en deuxième position, et Okombi Salissa André en troisième position. Tous les deux se sont retrouvés poursuivis après la proclamation des résultats pour l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Par coïncidence, pure coïncidence peut-être, me dira-t-on, mais tous ont été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État et aussi condamnés à des peines sévères de 20 ans de travaux forcés. Ce qui, j'ai l'habitude de dire lorsque j'entends le procureur général même parler de la relégation qui était prévue dans le code, mais qui est maintenant quand même tombée en désuétude. Alors moi, je dirais que c'est des peines moyenâgeuses qu'on ne peut même plus se permettre d'appliquer dans ce monde moderne, où on est interconnecté juridiquement et internationalement parlant aux autres pays, aux autres puissances organisationnelles du monde. Alors comment voulez-vous que des gens qui pensent qu'ils peuvent peut-être rester encore 20 ans au pouvoir peuvent assister demain encore à une situation où ces détenus politiques sont toujours en prison et que la communauté internationale ne bouge pas? Non, voilà. J'estime. Maître Diallo, Congo... Oui. Pardonnez-moi, continuez, je vous poserai ma question après. Oui, j'estime que le Congo n'a pas les moyens juridiques ni politiques d'appliquer de telles peines dans ce monde moderne où on est dépendant des institutions financières qui vous dictent leurs conditions avant de vous donner leur argent. Donc, avant de vous imposer effectivement certaines conditions, on vérifie aussi quelle est votre pratique de la démocratie, quelle est votre pratique de l'état de droit, parce que la sécurisation de l'investissement international prime d'abord avant tout. Et cette sécurisation passe préalablement par le dialogue politique, la stabilité politique. Donc, et cela aujourd'hui ne peut pas se concevoir dans un État qui se dit état de droit et qui se trouve dans une situation où tous ses opposants politiques sont en prison. Moi maintenant, pourquoi
cette condamnation, je vous le dirai. Mais on va peut-être écouter la question de Madame Stephenson, comme ça on va interagir. C'est très intéressant ce que vous nous dites, maître. Mais, oui, voilà. Justement, maître Diallo, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a un avenir pour le droit au Sénégal, visiblement? Au Congo, plutôt. Au Congo, oui. Pardonnez-moi. Alors, la séparation des droits, j'imagine, des pouvoirs. Des pouvoirs. Ouais. Est-ce qu'il y en a? Visiblement pas, là. Et quel est l'avenir? Vous savez, sur le plan des textes, mais si vous comparez la constitution du Congo aux constitutions des grandes puissances occidentales, vous ne verrez pas de différence. En réalité, tout ce qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ce qui est consacré par les grandes conventions signées avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales, vous verrez que les dispositions de la Constitution, même dans le préambule, réaffirment l'ancrage du Congo, donc aux règles internationales édictées entre États, édictées avec les organisations internationales, dans le cadre des organisations internationales. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout cela dans la pratique? Toute la question est là. L'indépendance de la justice est garantie par la Constitution, des textes existent pour cela, mais dans la pratique, malheureusement, aujourd'hui, comme dans le cas d'espèce, nous avons eu une situation où les interférences étaient, en tout cas, là, clairement exprimées par des magistrats qui n'ont pas su tenir un procès juste et équitable. Parce que le procès juste et équitable, c'est de permettre à chacune des parties de disposer du même temps de parole et permettre à l'accusé de bénéficier de toutes les garanties de bonne justice avant même de prononcer une condamnation aussi sévère. Voilà. Mais maître, je vais rebondir là-dessus sur une chose que vous avez dite qui est très 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 importante, c'est la dimension internationale du droit. Et vous-même, vous êtes un avocat international. Bon, ce que vous venez de dire, le Congo-Brazzaville, c'est quand même depuis maintenant 21 ans que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Depuis 21 ans, bientôt 22 ans, a quand même été un théâtre à ciel ouvert d'une instabilité politique incroyable, avec des guerres civiles, avec des massacres au su et au vu de tout le monde, avec le déploiement de l'armée contre les Congolais. Tout ça, ça a été vu. Mais comment se fait-il que, malgré toute cette théâtralisation de la violence à ciel ouvert, cette communauté internationale qui s'inspire des chartes et des textes, comme vous venez de le dire, est une sorte de tolérance presque coupable vis-à-vis de M. Denis Sassou Nguesso, dont le comportement est clairement la manipulation du droit. Vous l'avez vécu vous-même, nous tous, nous avons suivi sur les médias sociaux comment le procès s'est passé, où vous avez apporté des preuves clair et démontré, mais il a été quand même condamné. Pourquoi la communauté internationale laisse M. Denis Sassou Nguesso tranquillement comme ça, emprisonner ses opposants sans qu'elle ne s'en mouve? Bonne question. Pourquoi la communauté internationale laisse ce régime agir à sa guise? Alors, moi je dirais peut-être que c'est l'odeur du pétrole qui empêche de sentir le sang des victimes. Et malheureusement, vous savez, quand d'autres intérêts entrent en jeu, vous comprenez que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais aussi, la communauté internationale subit des fois aussi le diktat des grandes puissances. Et dans le développement de leurs intérêts, il y va de soi que les rapports de force changent, mais aussi les intérêts à défendre ne sont plus les mêmes. Alors, moi maintenant, ce que je dis, ce qui peut nous prémunir de ces situations, c'est d'avoir une élite en tout cas préparée, une élite patriote, une élite responsable qui prend ses responsabilités face à l'histoire, qui prend ses responsabilités face aux engagements souscrits devant la nation de servir ce pays dans le cadre professionnel de façon indépendante, mais encore consciencieuse. C'est là où le magistrat entre en ligne de compte, ce magistrat indépendant, ce magistrat qui ne peut l'être que si justement, de par son éducation, de par son comportement, de par les valeurs éthiques qu'il développe, peut être dans cette posture
parle de magistrats indépendants parce que, comme je l'ai dit en citant un ministre français, Alain Peyrefitte, qui disait que quels que soient les textes mis en place pour rendre un magistrat indépendant, s'il ne veut pas l'être, il ne le sera jamais. Donc la question de l'indépendance de la justice en Afrique n'est pas seulement une question de texte, c'est une question d'homme. Vous me direz peut-être que c'est téméraire d'aller au Congo, donc revendiquer quoi que ce soit lorsqu'on est magistrat en cherchant sa propre voie. Alors, je dirais aussi que c'est vrai. C'est un pays qui a traversé une guerre civile. Les gens sont devenus méfiants. Les gens ont vécu des choses atroces. Donc, ce n'est plus le courage du magistrat qui est demandé, mais la témérité du magistrat. Parce que pour vouloir franchir donc les lignes et poser des actes d'un courage qui frise même la témérité, c'est cela peut-être qui ferait bouger les lignes, qui ferait avancer la justice au Congo. Mais je ne vais pas le demander pour toujours et pour tout le monde, parce que tous les magistrats ne sont pas dans la même situation. Mais encore une fois de plus, il faudrait qu'ils prennent conscience que l'état de droit ne sera que ce qu'ils voudront qu'il soit. Ils sont les poumons de la démocratie. S'ils cessent de battre, la démocratie cesse de battre. Et ces magistrats, aujourd'hui, ont la charge redoutable de faire revivre l'espoir en Afrique, comme nous l'avons vu au Kenya, où ce juge du coup de la Cour constitutionnelle a dit le droit dans un contexte où je ne parle pas de courage, mais de témérité. Et la témérité, des fois, comme disait un grand philosophe, j'aime celui qui entreprend plus haut que lui et qui périt ainsi. Ça nous amène à la témérité qui compte aujourd'hui. Parce qu'en Europe, il suffira simplement du courage d'un magistrat pour s'en sortir. Mais en Afrique, il faudra plus que le courage du magistrat, la témérité du magistrat. Car le magistrat qui évolue dans un pays qui sort d'une guerre civile, où il y a eu des règlements de compte contre certains qui ont rendu des décisions, le soir, on les recherchait parce que l'autorité, l'ordre n'était plus en place. Et chacun réglait les comptes avec ceux-là qui m'avaient condamné, etc. De telles situations peuvent encore se reproduire à tout moment. Et ces souvenirs, aujourd'hui, hantent les cadres congolais. Et c'est pourquoi je les comprends aussi. Mais quand même, de là à vouloir sacrifier aussi une autre élite politique qui n'a eu comme tort que de revendiquer des idéaux nobles, à savoir M. Okombi Salissa, que j'ai défendu, qui s'est présenté devant le président de la République pour s'opposer au troisième mandat du président de la République, à la réforme constitutionnelle. J'estime que c'est une démarche courageuse et noble. J'allais même dire téméraire, quand on sait comment le régime fonctionne au Congo. C'est une témérité comme celle que j'ai eu à décrire tout à l'heure. Mais alors, lui faire payer cela par 20 ans de travaux forcés sans lui permettre de se défendre, parce que justement, nous n'avons pas plaidé jusqu'à la fin, puisque à la dernière journée, nous avons préféré, devant les violations graves des droits de l'homme et des droits de l'accusé, notamment qui doit bénéficier d'un procès juste et équitable, nous avons estimé que ces violations d'une gravité extrême ne nous permettaient plus de rester dans la salle et nous avons quitté. Et c'est après avoir quitté qu'ils ont laissé plaider l'État, qu'ils ont laissé plaider le parquet général. Et enfin, ils ont été délibérés, comme ça se fait en Afrique, sans avec honte, un jury. Sans honte, maître. Exactement. Sans honte. Et d'ailleurs, un jury qui dit c'est à la majorité au moins des 7 voix que telle décision a été prise. Et si vous regardez sur chaque question juridique, on disait à la majorité des 7 voix, à la majorité, comme si on était dans le vote africain où la majorité absolue, pour des questions aussi pointues, aussi importantes, les 6 jurés et les conseillers ont eu la même position. Maître, nous allons vers la fin et ça passe tellement vite, c'est tellement intéressant. Mais pour terminer, vous avez quand même été bousculé physiquement quand même. On a vu quand même, vous avez été gardé à vue ou un truc comme ça là. Qu'est-ce que vous en retenez pour terminer et puis faites une belle conclusion pour terminer parce que nous sommes presque à la fin. Ce que je retiens, c'est cette attitude d'un procureur de la République qui a déféré mon client menotté devant, non pas la justice, mais devant la presse,
moi, j'avais compris et j'avais appris le déferment devant la justice et non le déferment devant la presse. Lorsque j'ai eu à l'écouter, plaider et dire tout ce qu'il y avait dans un dossier d'instruction, et ensuite vouloir reprendre ce discours en langue nationale, je l'ai interpellé pour lui dire, monsieur le procureur, que faites-vous de la présomption d'innocence? Que faites-vous du secret de l'instruction? Que faites-vous de la violation de l'image de mon client? Ah, qui vous êtes? Je vous arrête. Je dis, si c'est pour cela, arrêtez-moi. Et voilà pourquoi j'ai été arrêté. Et conduit dans la même cellule que mon client, le ministre Okombi Salissa André, qui était entre-temps au parquet. Donc j'ai eu à partager effectivement sa cellule. Wow. Et voilà, aujourd'hui, donc ce que le métier malheureusement nous expose, à quelle situation? Je l'ai plusieurs fois, en tout cas bravé dans plusieurs pays d'Afrique. Ce n'est pas un problème pour moi, je suis habitué. Quand je défendais le président Alpha Condé, qui à l'époque était chef de l'opposition, je dirigeais son collectif, j'étais déclaré persona non grata, lui à la télévision, et j'ai décidé de débarquer pour aller assurer sa défense dans un pays où les avocats étrangers ne pouvaient pas le faire. Mais j'ai été admis grâce à une jurisprudence que j'ai évoquée internationale, et depuis ce jour, les avocats africains viennent plaider là-bas. Donc je pense que la témérité aussi dont je fais appel au niveau de l'élite, cette témérité nous permettra de faire bouger les lignes pour qu'une justice indépendante, une justice vraiment libre du pouvoir, libérée du pouvoir exécutif, puisse voir le jour en Afrique. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. La pratique qui implique le sacrifice de tout un Africain. Chaque fois que besoin se fait sentir, cet homme, en tout cas comme d'autres qui me sollicitent partout dans le continent, je répondrai. Comme aussi, il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver et faire rêver les autres. Et sur ce rêve... À ce titre, je dois dire, c'est ce rêve qui m'a permis de tenter aussi par témérité la première poursuite contre un ancien chef d'État africain en la personne de Hissène Habré, la fameuse plainte de 1999. Personne n'y croyait. Même le président Abdou Diouf qui m'a dit, vous croyez que c'est possible? J'ai dit, c'est possible. Je vous préviens seulement que je déposerai ma plainte dans 48 Maître, heures. je rigole parce qu'on a tellement dépassé le temps et c'est tellement intéressant. Voilà. En tout cas, Maître Diala, vous êtes très éloquent, en tout cas, un vrai avocat. C'est excellent. Vous êtes très, très éloquent. Et merci beaucoup de ce témoignage. Et puis, meilleure chance là pour le droit et la justice là au Congo-Brazzaville. Merci beaucoup de cet entretien avec Georges. C'était un plaisir. On se reparlera. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci, Maître. Au revoir. Merci. Et je vous encourage à persévérer sur cette voie, car vous êtes notre espoir et l'espoir des 100 voix qui se trouvent à quelques milliers de kilomètres du Canada. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges Goma. C'est un plaisir. C'est un invité extraordinaire. Il faudra le réinviter. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Alors, moi, ça me fait dire en conclusion, quand on se compare, on se console avec l'affaire SNC-Lavalin. Ah, ben exactement. Voilà. Tout à l'heure, on se compare, on se console. Exactement. Voilà. Au moins, ici, le droit, il est le droit. Hein? Oui. Donc, le Premier ministre est en difficulté, là. Hein? On l'a pas épargné, mais voilà. Okay. Mais au Congo, ça se passerait pas comme ça. Non, voilà. Ça serait pas tout à fait. Et puis, puisqu'on parle d'Afrique noire, juste une bonne pensée pour ce cyclone en Afrique, là. Je sais pas si tu as vu passer la nouvelle, qui a dévasté littéralement le Mozambique et le Zimbabwe. On parle d'un bilan là, qui pourrait atteindre les 1000 morts. Imagine. C'est pas vrai. Ah oui. Alors, pour ça, j'en parle parce qu'on n'en a pas tant parlé. On parle des différents attentats mais 1000 morts, là. Aujourd'hui, ça s'est passé aujourd'hui? Ben non, en fin de semaine. Ah ouais? Ouais, on en parle ce matin j'ai vu passer ça ce matin, mais c'est troublant de voir que ça a pas, c'est le bilan là qui pourrait grimper à près de 1000 morts. Wow. Non, j'étais pas au courant. Oui, voilà. Bon. Au Mozambique et au Zimbabwe, on a une bonne pensée pour les gens qui sont des villes au complet là qui sont dévastées. OK, merci Georges, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ça va passer vite, mais en tout cas. Ça va passer vite en tout cas. OK, on parle sport dans quelques petites secondes avec Dominique Girard. À tout de suite.